Bien. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Olivier Petitjean et de M. Maxime Combe. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Avez-vous d'éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête? Merci. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque les aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui, alors que nous avons débuté nos auditions la semaine dernière, afin de connaître vos principaux constats, vos conclusions et, le cas échéant, vos préconisations à la suite de l'ouvrage que vous avez publié en mai 2022, intitulé « Un pognon de dingue, mais pour qui ? L'argent magique de la pandémie ». À l'issue de vos propos, introductifs d'une quinzaine de minutes, notre rapporteur Fabien Gay vous posera quelques questions, puis les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Je vous cède donc la parole. Merci. Merci. Je vais commencer. Donc, je suis Olivier Petitjean. Donc, de profession, je suis journaliste. Et donc, mon apport à cette commission sera vraiment avec cet angle de journaliste qui s'intéresse évidemment à l'accès à l'information et l'analyse de l'information. Comment on est arrivé à publier le livre que vous mentionnez avec Maxime? Eh bien, c'est simple. Donc, revenons en arrière au moment de la pandémie, donc le printemps 2020, d'expérience pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions, notamment au moment de la crise financière de 2008 et de ses suites. On savait qu'il y aurait des aides, des besoins de plans de relance, des aides. Il y a eu beaucoup d'annonces à la fois au niveau français, dans différents pays, au niveau européen, de diverses formes de mécanismes de soutien aux entreprises de toute taille d'ailleurs. Donc on savait que ces moments de crise sont un enjeu, sont aussi un moment où il peut se passer des choses, il peut y avoir des abus, des effets d'aubaine. Il peut y avoir aussi des changements profonds qui se passent à l'occasion de ces crises. Donc on a évidemment, dans ce moment un peu particulier, malgré tous les discours plutôt consensuels au début sur le monde d'après, on ressentait le besoin de suivre comment cet argent allait concrètement être utilisé. Et j'insiste, pas seulement au niveau français, parce que notamment la Banque Centrale Européenne a annoncé un immense programme de rachat d'obligations de grandes entreprises françaises et autres. Et c'est la même chose en Grande-Bretagne, qui avait donc quitté l'Union Européenne, la même chose aux États-Unis. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Mais nous, évidemment, on s'est intéressé particulièrement à la France. Donc on s'est intéressé au suivi des aides, qui touchait et qui en avait vraiment besoin. Parce que une des questions qui revient, et on va y revenir à propos des aides publiques, c'est est-ce qu'il y a des effets d'aubaine et est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui sollicitent ou utilisent des aides publiques qui leur arrivent comme par enchantement alors qu'elles auraient la trésorerie pour mener à bien leurs projets, leurs investissements. Et très vite, un des enjeux, pour se replacer dans le contexte, il y a eu des débats au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat à l'époque sur de certains députés et sénateurs pour introduire déjà, il y avait un premier débat sur quelles conditions fallait apposer ces aides, qui étaient donc ce fameux quoi qu'il en coûte qu'avait annoncé Emmanuel Macron et qu'avait réitéré à sa manière Bruno Le Maire. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser vraiment dans ce contexte très particulier, avec un enjeu oui et un enjeu de traçabilité des aides et de repérer certains abus. Et il y a un enjeu aussi de
de justice, d'une certaine manière. Est-ce que ces aides étaient méritées? Est-ce qu'il y avait les contreparties? Est-ce que ça n'allait pas des acteurs qui étaient juste là pour en profiter? Et très vite, en creusant très vite, on s'est heurté à des enjeux de transparence, d'accès à l'information, parce que beaucoup d'aides étaient, par exemple, soit pas rendues publiques, soit attribuées au niveau de chaque société d'un même groupe, sans que l'information remonte forcément. Donc on s'est basé en partie sur de l'information qui venait des sections syndicales, par exemple, ou de la presse régionale. Donc c'était une source importante à l'époque. Donc il n'y avait déjà pas de tableau général d'où allaient ces aides. Donc voilà, ça c'était le premier élan. Maxime en parlera un peu plus, je pense. Mais très vite, ça nous a amené à ce sujet des aides publiques aux entreprises et on s'est rendu compte que le sujet qu'on pointait du doigt, qui se révélait à l'occasion de cette crise sanitaire, était beaucoup plus profond et qu'il y avait eu une tendance à l'augmentation des aides publiques de diverses formes, une multiplication des formes, et ça c'est un vrai enjeu de transparence et de pilotage, je pense qu'on y reviendra. Et aussi des enjeux très concrets des questionnements récurrents sur est-ce que ces aides étaient vraiment utiles, est-ce qu'elles avaient vraiment les résultats escomptés en termes d'emploi, mais aussi en termes d'investissement, d'innovation pour le crédit impôt recherche, de climat, parce que les aides climatiques ne datent pas d'hier. Il y en a à travers, par exemple, les allocations de crédit carbone gratuit, ça date d'il y a 20 ans. Donc voilà, on est vraiment dans une longue histoire d'aide publique. Et c'est ce qui nous a amené à publier ce livre qui se veut une première tentative d'offrir un tableau général à la fois du spectre des aides publiques en France et des manquements criants en termes de transparence, de suivi et de débat démocratique sur l'utilisation réelle et l'impact réel de ces aides. Donc je laisserai à Maxime Combe le soin de revenir un peu plus sur l'analyse plus générale économique. Moi, je voudrais insister sur plusieurs points. Je mentionne aussi en passant que depuis ce contexte pandémique, on a continué de notre côté, dans mon média, à travailler sur diverses formes d'aide, notamment le suivi du plan de relance, justement, qui a fait suite à la pandémie, et le suivi du plan France 2030. Et on a observé les mêmes constats. Donc, moi, j'insisterai plutôt sur les enjeux de transparence. Donc, je pense que effectivement, c'est un constat qui n'est pas nouveau, mais qui vaut le coup de répéter, c'est qu'on est face à un niveau d'aide publique qui augmente, qui atteint plusieurs dizaines de milliards maintenant, ce qu'on appelle un maquis, donc des aides qui s'empilent, et aussi de diverses formes, et des formes qui sont souvent très difficiles à tracer. Et donc le cas où il y a une subvention directe à une entreprise, ce qui serait le plus facile à tracer, à mesurer l'efficacité, en fait c'est l'exception. Maintenant on est face à des aides beaucoup plus indirectes, donc il y a des crédits d'impôt, il y a des exonérations de charges, il y a des aides à la trésorerie, il y a diverses formes qui sont beaucoup plus difficiles à tracer. Donc ça complique la tâche de la transparence, mais ça ne veut pas dire que la transparence est pour autant impossible. On constate aussi que, contrairement à d'autres juridictions, la France est plutôt comme habitude de gouvernement, disons, notamment au niveau du ministère des Finances, de ne pas donner proactivement l'accès à cette information. Donc, au vu de l'ampleur de ces aides, Maxime reviendra, a fait le décompte des diverses tentatives de mesurer monétairement les aides. Il y en a très peu finalement, au regard du poste de défense que ça représente. Donc voilà, qu'on constate par rapport à d'autres pays, et ça on l'a vérifié avec le plan de relance, où du fait de l'initiative du Parlement européen, il y a eu une demande à tous les pays qui bénéficiaient des fonds du plan de relance de publier la liste des 100 premiers bénéficiaires, et beaucoup de pays ont joué le jeu plus ou moins bien, comme l'Allemagne, l'Espagne, nos voisins. La France, au lieu de donner une liste des vrais bénéficiaires, a donné une liste des agences publiques qui redistribuent l'argent. Donc on voit qu'il n'y a pas, le réflexe d'aller aussi loin que d'autres pays voisins. Comme exemple de transparence, pour ne pas être trop long, un exemple dont on parle brièvement dans notre livre et qui je pense est intéressant, c'est celui paradoxalement des États-Unis. En fait, aux États-Unis, il y a une transparence pas complète, mais assez importante des aides publiques depuis les années 1990 de la part des États, et encore plus depuis 2008-2009, donc ça date pas d'hier, suite au premier plan de relance de l'époque de l'administration Obama, donc suite à la crise financière, qui introduit des vraies obligations de suivi au niveau fédéral, au niveau des États, de toutes les aides publiques.
et qui se retrouvent, on sait pas, il y a des acteurs de la société civile, des experts qui ont construit une base de données. Si ça vous intéresse, on le partagera dans nos contributions après notre audition, qui rassemble tout ça et qui permet de mesurer effectivement les montants en jeu sous toutes leurs formes, y compris les crédits d'impôt, y compris les avances sous forme de prêts à taux zéro, etc. C'est vraiment, ça couvre en théorie la gamme de toutes les aides publiques, donc c'est pas impossible. Et depuis, encore plus récemment, depuis 2023, il y a un autre niveau de transparence qui est très peu évoqué, mais que je pense qu'en termes de politique publique, ça vaut la peine d'y réfléchir. C'est la transparence qui est exigée des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire, on parle beaucoup de mettre en place les moyens pour le ministère des Finances ou d'autres autorités publiques de suivre les aides sous leurs diverses formes qui sont versées, accordées à des acteurs privés. On pourrait aussi exiger de certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, celles qui sont cotées en bourse, qu'elles dévoilent elles-mêmes les subventions qu'elles reçoivent ou les aides de sous diverses formes qu'elles reçoivent de différents gouvernements. Ça a été le cas donc moi je travaille beaucoup sur les grandes entreprises, le CAC 40. Jusqu'en 2015, par exemple, tous les groupes du CAC 40 donnaient des chiffres sur le montant du CICE dont ils bénéficiaient. Et tout à coup, ils ont tous arrêté de le faire, donc c'est pas un hasard qu'ils aient tout arrêté de le faire. Je pense que c'était une décision de la FEP ou du MEDEF de dire bon, c'est un sujet un peu sensible, laissons-le un peu de côté. Donc ça c'est déjà fait. Et aux États-Unis maintenant, c'est une obligation pour les grandes entreprises cotées de publier les aides et les taxes d'impôt qu'elles reçoivent de tous les gouvernements, avec un contexte très spécifique qui est aussi le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises ou du Moyen-Orient qui veulent se coter à la bourse de New York. Donc il y a aussi une dimension de protection des investisseurs à New York contre d'éventuelles manipulations ou des entreprises trop dépendantes de leurs liens avec un État étranger, donc des problèmes d'ingérence étrangère. Mais donc ça se fait, donc on pourrait y réfléchir aussi. Donc une des raisons pour lesquelles c'est plus facile, disons, aux États-Unis d'être transparent sur les aides publiques, c'est qu'ils sont... déjà, ils sont beaucoup plus réalistes et cyniques sur ce point. Les États ne se cachent pas du fait que voilà, ils donnent de l'argent pour attirer des entreprises, ce qui n'est pas tout à fait... à la fois, c'est pas dans la culture européenne ou française, et en plus, on a les règlements européens qui empêchent, qui sont un obstacle au fait de donner des subventions, des deals très attrayants pour des investisseurs, parce qu'il y a des règles de concurrence assez strictes. Mais du coup, le contre-coup de ces règles de concurrence assez strictes, c'est que les États, et notamment la France, qui continuent à utiliser ce levier des aides publiques comme un levier important de politique économique, d'attractivité, de développement économique, sont contraints de le faire sous des manières détournées qui les rendent moins traçables et du coup aussi moins... c'est plus difficile de mesurer leur efficacité, parce qu'une des conséquences de ce mécanisme tel qu'il est en œuvre aux États-Unis, c'est que comme les États ou l'administration fédérale ou même les villes disent on vous donne tant de subventions, on vous accorde ce terrain gratuitement, on vous donne tant de crédits d'impôt pour 5 ans, mais ils peuvent, comme on est dans le donnant-donnant, c'est la culture américaine, mais comme c'est dans le donnant-donnant, ils sont beaucoup plus en position de dire vous l'avez pas fait, maintenant on reprend notre argent. Et c'est effectivement, ça s'est fait. Il y a des États, des collectivités qui ont dit vous n'avez pas rempli vos objectifs, on reprend notre argent. Donc voilà, c'est essentiellement sur ces points de transparence que je voulais insister. Il y a un autre enjeu que je vais mentionner, c'est quand on parle des grands groupes qui sont par définition des groupes, donc avec plusieurs filiales, dont certaines en France, certaines pas en France. Et il y a vraiment un enjeu, effectivement, quand on donne un accord des facilités financières à un groupe, d'avoir une capacité supplémentaire de suivi de cet argent, de faire en sorte que cet argent qui est donné à... je ne veux pas citer de nom... mais à une grosse entreprise qui a une filiale dans le nord de la France, on lui donne de l'argent, vérifier que ça ne part pas à une autre filiale ou à la société mère au Luxembourg, etc. Donc je pense évidemment ça on est moins dans l'ordre de la transparence accessible au grand public, mais l'administration fiscale ou les administrations qui donnent les aides devraient être en mesure d'avoir des garanties sur l'utilisation de cet argent. Donc c'est vraiment un enjeu important pour éviter les abus, et c'est pour ça que parmi les conditions qui ont été discutées et que nous on pense toujours légitimes à l'époque du Covid aux aides publiques, il y a cette question de l'implantation dans les paradis fiscaux pour éviter justement que ces transferts financiers, quand ils sont sous la forme de transferts financiers, bénéficient à des entités et disparaissent quelque part loin du territoire français. Donc voilà. Ensuite, juste un petit point sur les d'autres formes d'aide qu'on a observées, notamment dans nos recherches plus récentes, c'est qu'on a observé une tendance... Quand je disais, il y a une tendance à utiliser des moyens de plus en plus détournés d'accorder les aides publiques. Donc il y a une tendance à utiliser de plus en plus des structures qui sont un peu plus opaques des écrans, comme BPI France, notamment on parle de France 2030,
de plus en plus d'aides ou de formes de soutien, y compris de soutien en termes d'apport de capitaux, passe par BPI-France, qui n'est pas une structure que, en tant que journaliste et simple citoyen, je perçois comme très transparente et très responsable devant le Sénat ou l'Assemblée nationale. Et il y a aussi une tendance à utiliser des mécanismes financiers, notamment en lien avec BPI-France. Par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, il y a un fonds d'investissement destiné à la filière qui a été créé en partenariat avec une firme de capital investissement qui s'appelle Tikeo Capital. Et ce modèle a été réédité pour les minerais critiques. Donc on a créé un fonds dédié à investir dans les minerais critiques avec un fonds d'investissement privé, etc. Donc évidemment, tous ces mécanismes d'aide qui sont en partie justifiés par des raisonnements économiques et par le fait de répondre aux exigences européennes, créent des effets d'opacité et d'absence de suivi qui sont encore pires que le crédit d'impôt tout simple. Et pour finir mon propos, je voudrais dire, j'ai beaucoup insisté sur les questions de transparence. Pour moi, la question des contreparties ou des conditionnalités, elle découle immédiatement de la transparence. À partir du moment où on a une vraie transparence, ça devient naturel presque, sans qu'on ait besoin d'introduire d'éléments supplémentaires. Je l'ai dit à propos des États-Unis, que cet argent ne parte pas n'importe où, quoi. Et puis, bon, là, j'ai parlé pas mal du point de vue de la puissance publique. Je veux dire, c'est aussi un enjeu, cette transparence. Là, je vais vraiment finir, pardon Maxime. Donc c'est un enjeu vis-à-vis des gens qui reçoivent les aides. Je pense qu'il y a beaucoup, notamment tout ce qui est exonération de charges, de cotisation, crédit d'impôt. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de petites entreprises qui pensent qu'ils sont pas aidés. Et c'est pas visible parce que c'est pas intégré, que c'est un effort collectif des pouvoirs publics et de nous tous en tant que contribuables. Donc on peut gagner, et pareil pour les salariés, on pourrait très bien imaginer que dans la fiche de salaire où il y a déjà beaucoup de lignes, il y a aussi une ligne, exonération de cotisation qui vient de l'effort collectif, etc., etc. Donc c'est un enjeu aussi de... Ah d'accord, effectivement, comme je n'y en a pas dans ma propre fiche de paye. Donc autant pour moi. C'est un enjeu aussi vis-à-vis des citoyens, bien sûr, de montrer On demande aux citoyens, aux contribuables beaucoup d'efforts de différentes formes. Et c'est aussi un moyen vis-à-vis d'eux de montrer que cet argent sert est bien utilisé ou qu'on se préoccupe de ce qu'on fait de cet argent. Voilà. Merci, Monsieur Petitjean. Le dicton dit qui ne rend pas de compte ne se rend pas compte. Monsieur Combe. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci pour la tenue de cette commission d'enquête, car comme vous l'a dit Olivier, pour nous c'est vraiment très important et on se demande bien ce qu'a pu faire l'exécutif et le législateur depuis de très nombreuses années sur cette question-là, tant on est finalement comme s'il y avait un grand poste de dépenses publiques, soit direct, soit sous forme de dépenses fiscales, et qu'il n'y a ni pilote dans l'avion, ni suivi, ni indicateur d'analyse, d'efficacité, de résultats. Quand il y a des études qui sont produites par des économistes sur le CICE, sur le crédit impôt recherche, et qu'ils démontrent qu'il y a des effets d'aubaine, que ces dispositifs-là sont dysfonctionnels par des aspects, ce qui ne signifie pas qu'il faut les supprimer, rien n'en est fait derrière. Quand nous avons montré, quand il est dit qu'on est à plus de 2000 dispositifs et que finalement personne n'a de vision globale de ce qu'il se passe, qu'on ne sait même pas précisément ce qu'il en est aide par aide, que personne finalement ne regarde ça précisément. Il y a quand même quelque chose d'absolument inconcevable en 2025 d'en être là. Et si ce descriptif-là avait été fait sur des aides sociales, cela ferait scandale depuis des années. Et donc du coup, il y a quelque chose, il y a une anomalie là qui doit interroger l'exécutif, interroger le législateur et interroger les organisations de la société civile, le débat public. C'est ce que nous avons essayé d'amener dans le débat à travers notre livre et l'ensemble des rapports qu'on a pu produire sur cette question-là. Ce qu'on observe, du coup, donc moi je suis économiste de formation, donc du coup avec toujours la volonté d'essayer de retracer comment ces choses-là évoluent dans le temps, et du coup d'être remonté à 20, 25 ans, 30 ans, voire plus. Mais il y a, puisque dans les années 70 ou les années 80, on parlait déjà des aides publiques aux entreprises, ce qu'il s'est produit, c'est qu'il y a eu une transformation dans la nature de ces aides. La transformation de la nature de ces aides s'est réalisée dans les années 80-90 à l'aune à la fois de l'Organisation mondiale du commerce, ou des nouvelles règles organisant le commerce international, et de la construction européenne. Là où on est passé d'aides directes, massives, structurelles,
pour des entreprises ou des choses ou des bouts de secteur particuliers, donc des aides qu'on disait verticales, et que celles-ci ont globalement été éradiquées pour laisser place à ce qu'on appelle des aides horizontales qui viennent donc du coup de toucher de manière sans distinguer les entreprises et touchant soit un secteur de manière large, soit des types d'entreprises. Donc du coup, pour ne pas remonter à cette période-là, puisqu'il y a effectivement une différence de nature extrêmement profonde, j'ai simplement quelques chiffres, et il y en a très peu. Il y en a très peu parce que, y compris la première commission de suivi des aides publiques aux entreprises a été créée à la fin du quinquennat de Lionel Jospin, non, du gouvernement de Lionel Jospin, et qu'elle a été supprimée dès que Jacques Chirac a regagné les élections en 2002. Donc il y a eu une volonté et tout de suite éradiquée. Et donc du coup, on a très très peu de chiffres globalisant ce que sont les aides publiques aux entreprises. On en a un en 2007 avec un rapport de l'IGF, de l'IGAS et de l'IGA qui évaluait à 65 milliards d'aides publiques aux entreprises le montant consacré au niveau national, dont 90%, c'était leur façon à eux de compter, financé par l'État. Donc on était à 3,5% du PIB. Et dans ce rapport, vous avez les auteurs qui dénoncent un empilement de mécanismes voisins ou aux objectifs quasiment identiques, des effets attendus qui ne résistent pas à l'évaluation par grande masse, une régulation du système faite de facto par les entreprises. Ils précisent que des efforts de mise en cohérence et d'amélioration de l'efficience des aides ne sont que trop rares, constatent un fort déficit de pilotage et de régulation de la politique d'aide publique aux entreprises, et ils préconisent enfin un processus d'évaluation régulière des aides publiques. J'espère que vous n'en resterez pas là, parce que donc, du coup, ça a été dit en 2007, mais on voit que le constat est toujours là. Le deuxième rapport qu'on a, c'est celui de 2013, un rapport de l'IGF qui évalue le montant là à 110 milliards d'euros. On est en sortie de crise de 2008-2009 et on vient de prendre 57% en 6 ans. Pareil, on a des auteurs qui disent que l'ensemble des dispositifs sont faiblement pilotés et insuffisamment évalués, recommandent de disposer des instruments permettant de suivre avec plus de précision le coût et les effets de ces multiples dispositifs sédimentés, obsolètes et souvent inefficaces. Waouh! Et on est en 2025. Et le dernier chiffre officiel qu'on ait eu de la part du gouvernement, c'est mai 2018, Gérald Darmanin répondant à une question et affirmant que nous serions donc en 2018-2019, 140 milliards d'aides par an. On est à 215% d'augmentation en 11 ans. Ça fait 7 annualisés, parce que comme je n'ai pas les montants année par année, parce que ça n'existe pas, c'est un 7,2% par an. C'est 5 fois plus rapide que le PIB. C'est 3 à 4 fois plus rapide que les aides sociales. Voilà la réalité de l'explosion des aides aux entreprises et qui ont été justifiées au cours de cette période-là par diverses justifications qui peuvent être justifiées, discutées, mais en tout cas on en est là. Et en parallèle, donc dans les années 2010, on a par contre un certain nombre d'études, que ce soit de l'Institut des politiques publiques, mais d'études d'économistes qui montrent que le CICE est dysfonctionnel, que le crédit impôt recherche, qui au départ, l'idée c'était que ça coûte 1 milliard, 2 milliards d'euros, en est à plus de 8 milliards d'euros, ou à ces eaux-là, qu'il y a des dysfonctionnements sur un certain nombre de dispositifs, et cela n'aboutit à aucune décision publique, ni en matière de transparence, de suivi, d'évaluation et de remise sur pied ou de réévaluation des dispositifs. Donc vraiment, nous espérons que le rapport que vous allez produire ne servira pas de nouveau à simplement tenir une armoire au fin fond des bureaux du Sénat, c'est d'autant plus que de nouveaux rapports ont été produits. Vous avez une mission d'information de l'Assemblée nationale qui a été diligentée justement au moment de la pandémie et de ces débats sur le conditionnement des aides aux entreprises, et une façon pour l'exécutif et la majorité de l'époque de botter en touche a été de confier la rédaction d'un rapport à des députés de la majorité du moment, et le constat est à nouveau le même. C'est-à-dire manque de suivi, manque de pilotage, manque d'évaluation, et qui fait toute une préconisation sur le conditionnement des aides publiques. Ce rapport-là, on doit être 10 à l'avoir lu en France, et j'en suis, parce qu'il a servi strictement à rien, et n'a rien, alors qu'il y a des préconisations qui ne sont pas nécessairement les nôtres,
mais qui sont, à mon avis, intéressantes à regarder. Des préconisations, donc là, on touche à la question de la conditionnalité et les propositions qu'on pourrait faire, mais vous avez donc dans cette littérature-là des propositions qui sont déjà présentes, et des propositions qui, à un moment donné, ont été discutées au sein de l'Assemblée nationale, au sein d'une institution française, et pas simplement par un journaliste et un économiste travaillant de concert sur les aides publiques pendant la pandémie. Vous avez des préconisations relatives aux aides publiques pour les entreprises qui continuent à verser des dividendes, vous avez des préconisations en matière de transparence, vous avez des préconisations en matière de suivi et de travail qui doit être fait par le législateur et les administrations. Et ce rapport-là n'a pas été suivi d'effet. Je vais juste, parce qu'après on va être trop long et que je pense que l'enjeu c'est plutôt de répondre à vos questions, conclure par quelques idées, puisque c'était une des questions ou une des attentes, de à quoi pourraient ressembler des conditionnements ou des conditionnalités ou des contreparties aux aides publiques aux entreprises. Je vais concéder devant vous que j'ai évolué sur cette question-là. J'ai évolué parce que je suis rentré dans le sujet en me disant, ben oui, à partir du moment où il y a des aides publiques, on pourrait multiplier les conditionnements, les conditionnalités, les contreparties. Mais je suis quand même économiste de formation, même si, du coup, sans doute perçu comme très hétérodoxe par l'Assemblée que vous êtes. Et les économistes, c'est vrai, n'aiment pas trop ajouter une multiplicité d'objectifs à un dispositif. Cela, d'ailleurs, vous a été rappelé par Louis Gallois. J'ai pris le temps d'écouter les précédentes auditions. D'ailleurs, l'audition de l'INSEE est tout à fait remarquable. Ils viennent devant vous et en gros vous disent on a un plancher mais on ne sait pas trop. Ils font le constat qu'on fait. C'est quand même, excusez-moi de vous le dire, strictement hallucinant d'avoir donc l'INSEE qui vient vous dire en fait bon, les aides publiques, on évalue, pas bien, on ne sait pas trop. Et quand vous leur posez la question à qui ça profite, aux petites, aux grandes, ah ben on ne sait pas dire, on ne sait pas évaluer les masses. Et y compris, il y a un déficit d'information au sein de l'INSEE. Parce que, par exemple, pendant la pandémie, il y a eu un collectif, je ne sais pas comment s'appelait-il, un groupe de suivi des aides publiques pendant la pandémie qui était présidé par M. Corré et qui fait un constat relativement simple sur les aides publiques. Par exemple, sur la question est-ce que ce sont les grandes ou les petites qui en profitent. Le constat est clair. Si vous prenez le PGE, par exemple, le prêt garanti par l'État, eh bien, ça a été principalement utilisé par les grandes entreprises. Et en tout cas, ça crée des inégalités. Et ces inégalités, elles sont systémiques sur tous les types d'aides. Toutes les études montrent que ça crée des inégalités. Donc, y compris d'un strict point de vue, même celles et ceux qui aujourd'hui défendent chacun de ces dispositifs-là, vous auriez besoin de savoir quelles inégalités ça produit. Des inégalités qui sont fortes. Cela a été montré aussi par le comité de suivi de ces aides publiques pendant la pandémie. Par exemple, les territoires d'outre-mer sont systématiquement, finalement, peu aidés par ces aides publiques aux entreprises. C'est 4% de la population française, c'est 1,5% des aides pendant la pandémie. Quand vous regardez quels sont les secteurs qui sont financés, soutenus, ça aussi c'est des données qu'on a pendant la pandémie, mais qui ne vous ont pas été transmises par l'INSEE, on s'aperçoit que principalement ce sont des secteurs à emploi masculin qui sont financés et soutenus. Et ceci n'est pas sans conséquence, parce que de l'autre côté, on n'a pas mis en place, par exemple, un dispositif de formation pour les populations qui aujourd'hui ne seraient pas présentes dans les secteurs jugés d'avenir du dispositif France 2030. Donc là, vous avez des inégalités manifestes qui touchent quand même la moitié de la population que sont les femmes. Et donc après, pour venir là où je m'étais promis d'arrêter, c'est-à-dire quelques exemples de conditionnalité, nous, la première des choses qu'on imaginerait devoir être mise en place, c'est que ne devraient avoir accès aux aides publiques que les entreprises respectant intégralement, pleinement la loi française. Et ce n'est pas le cas. Et pour ne parler que des grands groupes, y compris donc même pas des petites entreprises, donc l'objet même de cette commission, vous avez des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire qui ne respectent pas la loi Copé-Zimmermann.
sur l'accès des femmes aux fonctions décisionnelles dans les entreprises. Elles ont quand même accès aux aides publiques. Vous avez des entreprises qui ne respectent pas les objectifs qu'on s'est donnés en termes d'égalité salariale au sein des entreprises. Donc là, on est sur des questions d'égalité femmes-hommes, mais la même chose pourrait être établie sur les questions environnementales et également par secteur. Vous avez aujourd'hui des secteurs. Alors, il paraît que la lutte contre la smicardisation de la société est un objectif aujourd'hui largement partagé. Vous avez des secteurs qui ont, peut-être encore, ça je ne sais pas à l'heure actuelle, mais qui ont des grilles salariales qui sont inférieures au SMIC. Et ces secteurs-là sont encore éligibles aux aides publiques aux entreprises. Une façon très simple de lutter contre la smicardisation de ces secteurs-là, c'est de dire qu'à ces secteurs, ils doivent réévaluer immédiatement leur grille salariale s'ils veulent pouvoir continuer à bénéficier des aides publiques dans leur globalité. Subventions, crédit d'impôt, exonération de cotisations sociales. C'est la mesure la plus simple pour lutter contre la smicardisation d'une partie des employés de nos entreprises. Donc voilà, des conditionnements de ce type, c'est possible. Il est possible également, alors là après il y a des questions de définition, mais d'imaginer des conditionnalités de ce type sur les paradis fiscaux et l'utilisation des filiales dans les paradis fiscaux. Donc voilà, la conditionnalité, mais j'imagine que cela vous a été dit également par Anémone Cartier-Bresson, n'est pas du tout contradictoire avec les règles européennes, c'est tout à fait possible. Et donc c'est jouable. Et la question, effectivement, est de savoir comment, finalement, et j'arrête là, comment ce maquis des aides aux entreprises privées est remis à plat pour conditionner une partie de ces aides sans créer des usines à gaz, mais pour qu'à minima, les objectifs que s'est donné le législateur et l'exécutif soient atteints. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec le montant des aides qu'il y est aujourd'hui débloqué depuis 20 ans chaque année, en être à un tel niveau de désindustrialisation dans le pays est proprement ahurissant, alors que l'ensemble de ces dispositifs, à un moment donné, quasiment tous, en tout cas tous les très gros, ont été justifiés par la lutte contre la désindustrialisation. Donc là, vous n'atteignez absolument pas les objectifs que vous vous êtes donnés. Je vous remercie. Merci Monsieur Combe, merci messieurs. Je vais donner la parole à notre rapporteur Fabien Gay, qui je pense a trouvé là un certain nombre de sujets sur lesquels vous posez des questions. Je sens qu'il fourmille. Moi, j'aurais quand même deux petites questions ou trois auparavant. Quand vous dites que les aides publiques en 11 ans ont été multipliées, enfin ont pris 215%, j'aurais aimé savoir, parce qu'on n'est pas la France tout seul au milieu du monde, on fait partie d'un système. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays? Vous avez parlé des USA au niveau de la transparence, mais pas sur l'évolution également des États-Unis, du montant des aides, mais aussi sur les pays, nos voisins européens, ce qui s'est passé sur nos voisins européens. Je ne vous ai absolument pas entendu parler de la Chine, qui, à mon avis, fait partie aussi des pays qui accompagnent de manière très très forte ces entreprises. Est-ce que vous êtes allé voir de ce côté-là ce qui s'y passait? Et puis en même temps que ces aides aux entreprises augmentaient, qu'est-ce qui se passait d'un point de vue législatif et directive européenne? Est-ce qu'il y a quelque part un paradoxe entre, ça m'intéresse de le savoir, entre la complexité induite par certaines décisions européennes, et notamment directives, et la nécessité quelque part d'augmenter les aides pour pouvoir maintenir la compétitivité des entreprises? Et enfin, un dernier petit point, une de vos réflexions a fait tilt. Vous avez dit qu'il y a des entreprises qui touchent des aides et qui continuent de verser des dividendes. Est-ce que c'est un problème pour vous? Alors, nous avons fait ce travail-là avec de tout petits moyens. Nous n'avons pas les moyens de l'INSEE, ni de l'IGF, ni de la Direction générale des entreprises de Bercy. Nous avons les moyens d'une toute petite association et après le volontarisme effréné d'essayer de comprendre vraiment ce qu'il se passe, et ceci ne permet pas de faire toutes les... Voilà. Donc on a comparé, essayé de voir si on avait des éléments de comparaison avec nos camarades européens sur les plans de sauvetage, les plans de relance donc pendant la pandémie, parce que là, globalement, beaucoup de monde, un peu partout en Europe, enfin en tout cas dans les grands pays européens, a essayé de regarder ces questions-là. Il n'y a pas de... Alors, ce n'était pas votre question, mais il n'y a pas de pays en Europe exemplaire du point de vue de la transparence, du point de vue du suivi.
Par contre, tous les pays n'ont pas la même politique de guichet, d'accès aux aides aux entreprises, ça c'est une évidence. Et est-ce que nous sommes allés regarder sur l'évolution sur 20 ans dans les autres pays européens? Non, je ne suis pas en mesure je n'ai pas fait ça. J'espère que vous poserez la même question aux directions de Bercy ou autres, ou à l'IGF que vous auditionnerez, parce qu'ils ont bien plus de moyens de faire cela que nous. Et nous serions très heureux d'obtenir ces informations-là. Aujourd'hui, ça fait partie du fait de choses qui ne sont pas comparables. L'absence de suivi réel au sein de ce pays, mais globalement, effectivement, à l'échelon européen, des aides publiques aux entreprises, rend les comparaisons internationales absolument quasiment impossibles. Et donc, du coup, c'est un point aveugle sur une politique publique qui, aujourd'hui, alors qu'on l'évalue à 70 milliards d'euros comme un plancher strictement minimum de l'INSEE lors de votre audition de la semaine dernière, ou jusqu'à 250 milliards d'euros comme certaines évaluations qui ont été faites. On est là sur des montants extrêmement massifs et on regarde ça, on n'a aucune info. La preuve, vous nous invitez, nous, un journaliste et un économiste, pour vous faire un état des lieux des aides aux entreprises. C'est quand même, si vous voulez, c'est un côté... alors nous, c'est bien, on a travaillé là-dessus, on est très heureux de partager des informations que nous avons, mais c'est un côté un peu surréaliste, excusez-moi de vous le dire. Hein. Voilà. Mais en toute honnêteté et sympathie, pas du tout méchamment. Voilà. Sur la question des aides publiques et du versement des dividendes, sincèrement, que cela nous pose problème à nous deux ou pas, c'est pas la question. Aujourd'hui, ça pose problème à l'opinion publique. Aujourd'hui, cela pose problème. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous considérez que c'est un problème, opinion publique, macroéconomique, de compétitivité? Enfin, je me pose la question, est-ce que vraiment le rapprochement au versement de dividendes et aides publiques a quelque chose à voir l'un avec l'autre? D'une certaine façon, oui, parce que de prime abord, il y a un aspect qui apparaît aux yeux de l'opinion qui est, en gros, qui relève de la privatisation d'un effort collectif qui est transmis à l'entreprise pour obtenir certains objectifs. Comme il n'y a pas de garantie que les objectifs soient réellement atteints, oui, il y a un questionnement légitime sur le fait que ces dividendes soient légitimes. Après, nous, on peut vous donner des données qu'on avait pendant la pandémie. Nous, ce qu'on a montré, c'est que 100% des groupes du CAC 40 ont été aidés par au moins un dispositif pendant la pandémie. Et quand on regarde ceux qui ont versé un dividende soit en 2020, soit en 2021, et qu'on regarde ces groupes, donc on est là strictement sur le CAC 40, on est de mémoire sur 60% des groupes qui ont touché d'une manière ou d'une autre de dispositifs de soutien au salaire de leurs salariés ont versé des dividendes sur la même période. Et alors là, vous avez un problème. Parce qu'en gros, vous dites, oui, on aide ces entreprises-là parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les ressources pour payer les salaires de leurs employés, et dans le même temps, elles ont les moyens et les ressources, non pas pour simplement investir pour l'année d'après, mais pour rémunérer des actionnaires qui, globalement, dans la période, n'ont pas été, par ailleurs, d'un fort secours pour ces entreprises-là. Les plans d'urgence dans l'automobile, les plans d'urgence dans l'aéronautique, les plans d'urgence dans les différents secteurs, ce sont les pouvoirs publics qui les ont débloqués. Ce n'est pas BlackRock, ce ne sont pas les grandes assurances et les grandes banques françaises qui ont débloqué ces moyens-là. Donc oui, il y a une question légitime qui se pose. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est la principale conditionnalité, comment ça doit... Ça, c'est une autre question, mais de mon point de vue, oui, c'est une question qui se pose légitime. Donc, quelques compléments. Donc, effectivement, on n'a pas fait un comparatif aussi précis au niveau européen de l'évolution des aides publiques, notamment sur le long terme. Je pense qu'il faut distinguer... c'est important de bien distinguer les types d'aides publiques parce qu'on est face en fait à différents types d'aides publiques. Il y a des aides publiques
notamment comme celle des plans de relance de France 2030 qui sont dédiés à des secteurs au nom de la compétitivité, de la souveraineté, des nouvelles technologies. Et là, on est clairement dans une course mondiale. Et effectivement, on le sait très bien, on voit des grandes entreprises qui vont faire leur marché, voir différents États. Vous me donnez combien? Oui, c'est là que je mettrai mon usine, etc. Donc ça existe, c'est un type d'aide publique et ça a fortement augmenté ces dernières années. Ensuite, il y a aussi, et donc là, la France est placée au même pied que les autres et à la limite, peut-être donne moins que certains autres pays sur ce type d'aide. Par contre, il y a d'autres choses plus structurelles. Et là, on touche. Bon, moi, je suis pas économiste, mais je répète ce que me disent les économistes avec qui que j'ai interrogé pour faire mon travail. C'est qu'effectivement, la France a eu tendance à utiliser ce levier de l'aide publique sous diverses formes, beaucoup plus comme facteur de compétitivité que d'autres pays. Donc, on a les exonérations de cotisations, les crédits d'impôt, beaucoup plus qui ont, à mon avis. Donc, j'ai pas de chiffres à vous montrer pour le prouver, mais effectivement, il y a une spécificité française d'avoir utilisé ce levier en particulier pour comme je l'ai dit dans mon intervention, comme le levier de politique économique. Donc ça se retrouve bien sûr dans d'autres pays à un niveau moindre, mais c'est vraiment un choix qui a été fait, plutôt que d'autres leviers qui auraient été possibles, la régulation, la protection du marché, je ne sais quoi. Bon, tout n'est pas possible avec les règles européennes, mais c'est vraiment une spécificité française. Et il y a aussi beaucoup le choix de recourir à des aides publiques qui sont quand même un peu indiscriminées, au sens qui créent des effets d'aubaine. C'est-à-dire tout le monde les a, quel que soit l'acteur. Donc le petit, éventuellement, s'il est au courant, autant que le grand. Celui qui est dans un secteur qui n'emploie pas beaucoup, comme celui qui est dans un secteur qui emploie beaucoup. C'est le cas pour les exonérations de cotisations, le CICE. C'est le cas aussi pour les aides à l'apprentissage. Pareil, on a débloqué des sommes quand même assez importantes, sans vraiment qu'il y ait de pilotage. C'est vraiment, je vais pardonner l'anglicisme, il y avait un côté open bar dans ces aides qui fait que bon. Et du coup, il n'y a pas les résultats. On n'a aucune garantie qu'il y ait des résultats derrière. Évidemment, vous mentionnez la Chine. Évidemment, la question, c'est pas d'aider ou pas aider nos entreprises. Évidemment, la Chine aide ses entreprises en capitaux, mais aussi en action d'autres leviers qui sont ceux que j'ai mentionnés, pas seulement en donnant de l'argent. La question, c'est cet argent qu'on met, est-ce qu'on s'assure qu'il soit bien utilisé pour servir les objectifs qui sont donnés à cet argent? La Chine, visiblement, elle sait le faire mieux que nous, si on voit les constats. Mais effectivement, on est dans... c'est clair que d'autres pays utilisent cette arme. Alors, sur votre question sur est-ce que certaines directives européennes ont créé plus de complexité qui justifierait des aides je ne sais pas quel exemple vous pensez en particulier, il n'y a rien qui me vient. Donc effectivement, on peut dire que collectivement, l'Europe s'est donné des objectifs climatiques, même avant le Green Deal, qui, pour certains secteurs, ont créé plus de difficultés à atteindre, qui étaient plus polluants. Mais ça, c'est des objectifs collectifs, c'est pas de la lourdeur administrative. Et voilà, sur les dividendes, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Maxime. Et au niveau européen, les aides sont parfois arrivées avant les contraintes. C'est-à-dire qu'on a débloqué des dizaines de milliards d'euros de crédits carbone gratuits délivrés à tous les secteurs polluants européens, avant même qu'il y ait le début du commencement d'une règle ou d'une norme visant à leur imposer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous voulez, il y a un peu aussi, sur ce strict exemple-là, le cas inverse de votre question. Vous avez un regard très sympathique sur l'Europe. Juste un point. On peut aussi penser qu'aider des entreprises qui versent des dividendes, c'est pour maintenir leur compétitivité, aller chercher des investisseurs parce que vous n'attirez pas les mouches avec du vinaigre. Et qu'avec cet argent, vous pouvez réinvestir derrière, que si vous n'aviez pas eu les aides, vous n'auriez pas eu. Voilà. On peut regarder ça. C'était juste sur la pandémie, on a regardé ça. On va laisser la parole. Pendant la pandémie, on a regardé ça. Que fait le CAC 40? Parce que c'est là où on a les données. Le CAC 40 supprime des emplois relativement massivement en 2020, malgré les aides publiques. Il y a la pandémie, il y a 60 000 suppressions d'emplois au sein du CAC 40, dont 30 000 en France. Est-ce que les investissements repartent à la hausse en 2021? Pas nécessairement. Qu'est-ce qui génère massivement les super profits ou les profits considérables que le CAC 40 enregistre en 2022-2023? C'est justement le downsizing qu'ils ont opéré en 2020 et 2021 au nom de la pandémie, et les aides publiques n'ont pas généré massivement d'investissements, y compris sur les secteurs qui l'auraient nécessité. Donc ça, alors je ne peux pas vous parler sur 20 ans parce qu'on n'a pas les données, mais sur la pandémie, c'est ce qu'on observe en tout cas. Et on n'a qu'à le voir.
est-ce que les entreprises qui ont été massivement aidées 2020, 2021, 2022 ont massivement investi dans l'IA? Pas vraiment, puisqu'on fait un sommet pour le faire. Est-ce qu'ils l'ont fait dans les technologies de rupture? Pas vraiment, puisqu'on le déplore que ça n'a pas été fait. Est-ce qu'ils l'ont fait sur le nearshoring, la relocalisation d'entreprises, y compris sur le territoire national? Eh bien, vous pouvez regarder les bilans, y compris de Choose France. Ils ne sont pas fondamentalement exceptionnels. Y compris, on est passé à moins de 10% aujourd'hui du PIB produit par le secteur industriel. Voilà, ça c'est des données. Et les facts matter à un moment donné. Merci. Merci de parler en français, s'il vous plaît. J'ai du mal à tout suivre. Vous êtes au Sénat. Je laisse la parole à notre rapporteur, Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Petitjean et Com. Bon, comme on est entre nous, moi je suis assez heureux qu'on puisse avoir ce débat parce qu'il est rare au sein du Sénat et votre analyse. En 8 ans, je l'ai rarement entendu ici et moi je suis toujours pour qu'on essaye d'avoir des visions différentes et c'est pour ça qu'avec le Président on a souhaité vous auditionner, Monsieur Combe et Monsieur Petitjean, non pas pour que vous nous donniez de l'information contrairement à d'autres, mais pour qu'on ait un débat contradictoire sur cette question. Parce que la question, on va le voir, est pour ma part hautement politique. Et les choix qui sont opérés sont hautement politiques. Et puis, je le redis, pour celles et ceux qui me connaissent, je ne souhaite pas qu'on fasse un rapport, mais je crois que je peux associer le Président pour aller combler un placard, c'est vrai, comme il en existe, mais bien qu'on arrive à avoir une vision la plus large possible, on ne sera pas d'accord. Peut-être, on verra, on arrivera peut-être à dégager peut-être des accords, mais puisque ici on fait de la politique, M. Rittmann est LR, je suis communiste, donc on aura une vision différente, y compris de ce qu'est l'économie, etc. Mais qu'on arrive peut-être à se mettre d'accord sur un certain nombre de points, et qu'on arrive, y compris, à passer par la loi, si on y arrive, à dégager des pistes, ou en tout cas interpeller les différents gouvernements, parce que comme on doit finir au mois de juillet, à l'allure où ça va, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui auront changé entre-temps, mais qu'on arrive à dégager un certain nombre de pistes pour améliorer les choses. Moi, je crois que la première question que vous soulevez et que les autres ont soulevée, moi, oui, et dernière chose, je remercie nos administrateurs, notre équipe, parce que le boulot fourni depuis le début, je le dis, est assez exceptionnel. Ils m'ont fait 4 questions, vous avez déjà répondu aux 4. Alors bon, c'est compliqué. Bravo, Monsieur Bouquerel et toute l'équipe, mais je vais être obligé de m'adapter un peu, quoi. Bon, voilà, je le dis parce que vous avez déjà répondu à beaucoup de choses. Non, la première des questions, moi, ce qui m'interpelle depuis nos premières éditions, et vous le redites, c'est qu'on donne de l'argent public. Faut-il encore se mettre d'accord sur le montant? Vous l'avez dit, 70, un plancher selon l'INSEE, 250 si on prend les chiffres extrêmement hauts. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai que pour le coup, on va affiner ça au fur et à mesure, y compris l'administration. Mais c'est qu'il n'y a pas de suivi, pas de contrôle et pas d'évaluation. Ou pas de suivi, pas d'évaluation, pas de contrôle et encore moins de sanctions. Ça, je crois que c'est une première difficulté qu'on identifie les uns les autres. Et donc c'est pour ça que je reviens à la première question qui m'était posée, mais que je voulais vous poser, mais sur la question de la transparence. Est-ce qu'on peut fabriquer un outil qui permette qu'au moins on dise, voilà, telle et telle entreprise bénéficie d'aides directes, indirectes. Voilà. Moi, je crois que l'argent public, ça doit être suivi et transparent. Et bon, bah, que tel groupe dise, voilà, moi je touche, je dis une grosse bêtise, X millions d'euros en aide directe et X millions d'euros en aide indirecte, etc. Et après, on a le débat. Moi, je ne suis pas contre l'argent public donné aux entreprises. Par contre, tel qu'il est fait aujourd'hui, ça pose à minima première question. Donc, est-ce que vous pouvez affiner sur quel outil on pourrait créer ensemble et à partir de quelles données? La deuxième question, c'est, vous l'avez évoqué, la Commission nationale des aides publiques créée par la loi U en 2001. Est-ce que c'est potentiellement une piste? Est-ce que nous pourrions, si on arrivait à se mettre d'accord, de recréer, peut-être pas à l'identique, mais de façon nouvelle, 23 ans après,
Mais est-ce que ça vous a paru intéressant, même si, du coup, elle n'a duré qu'un an? Et enfin, la dernière question, vous êtes les premiers à nous à l'indiquer. Moi, je partage plutôt. Mais vous posez deux questions. Vous posez le conditionnement et la critérisation. C'est-à-dire le conditionnement, vous avez évoqué un certain nombre de choses, égalité salariale femmes-hommes, questions principes environnementaux, les questions d'emploi, on pourrait rajouter formation, salaire et tant d'autres choses. Mais vous posez aussi la critérisation pour y avoir accès. Je pense que ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, moi, il me semble, mais ça aussi, ça peut faire débat, que pour avoir accès à de l'argent public, bah, il faut respecter la loi française. Et là, pour le coup, on a c'est ce qui m'apparaîtrait normal. Voilà, on ne pourrait pas bénéficier d'argent public si on ne respecte pas au minimum ou à minima les règles françaises. Voilà, et c'est vrai que là, on a une question. Par exemple, je prends celle qui va sauter aux yeux du grand public. Je ne parle pas de l'optimisation fiscale, mais la question de l'évasion fiscale est une vraie question. Et quand on a plusieurs dizaines parfois de filiales de grandes entreprises, ça pose question. Donc peut-être affiner sur ça, critérisation, conditionnement. Voilà, je vous remercie en tout cas de vos propos introductifs et d'essayer de répondre. Et puis peut-être que, suivant les réponses, j'aurai une dernière question et après, évidemment, j'aurai plaisir à ce que nos collègues vous posent un certain nombre de questions. Merci Fabien. Je vous laisse répondre. Les collègues qui souhaitent poser des questions, j'ai déjà 2 inscriptions, mais n'hésitez pas à me faire signe que je vous inscrive sur la liste. Merci. Merci. Donc sur quels outils, donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de raison technique qu'on ne puisse pas suivre ces flux. Enfin, justement, les termes sont compliqués parce qu'il ne s'agit pas forcément de flux. Tout serait très simple si il y avait Bercy qui donnait des chèques aux entreprises. Évidemment, on pourrait faire une base de données très simple. Donc, en un sens, quand on additionne, on donne tous ces montants d'aide aux entreprises en plusieurs dizaines de milliards, on additionne des choses qui sont assez différentes. Donc, les outils sont possibles. Il faut des outils suffisamment nuancés, subtils pour rendre compte de la diversité de ces aides, les crédits d'impôt, les avances, etc. Ou pour revenir sur le côté européen, les achats d'obligations. Donc je pense qu'une question aussi importante, c'est d'avoir des outils qui prennent en compte les différents niveaux où il peut y avoir des aides publiques, ne serait-ce que pour la France, le niveau national et le niveau régional, et idéalement le niveau européen, même si au niveau européen, il existe déjà une certaine transparence sur les aides proprement européennes. Et donc moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ingénierie Bercy, donc je ne peux pas vous donner un modèle clé en main, mais on l'a vu dans d'autres pays et techniquement, il n'y a aucun obstacle à ce qu'il y ait une transparence des aides. Ensuite, il faut évidemment faire attention et là, c'est la question où ça peut devenir effectivement sensible pour les entreprises, parce que dire, voilà, tel groupe a touché tant d'aides sans dire c'était pourquoi, etc., en additionnant des aides très différentes, ça peut, voilà, évidemment, ils seront pas très contents. Donc, je pense qu'il faut trouver un moyen c'est pour ça que j'ai attiré votre attention avant sur ce qu'on demande aux entreprises en termes de ce qu'on appelle le reporting en anglais. Désolé encore voilà, mais je pense que techniquement, il y a aucun obstacle. Et c'est bien quand on donne des aides qu'on dise c'est pour ça. Parce que, comme on l'a dit, on n'est pas contre le fait de donner des aides, mais c'est bien à la fois pour vous en tant que pouvoir public, à la fois législatif, le pouvoir exécutif, etc. C'est bien pour ceux qui reçoivent les aides, que ce soit clair pourquoi c'est, les salariés qui en bénéficient, les consommateurs, c'est bien pour tout le monde de savoir. Donc, à partir du moment où on est clair sur ce pourquoi c'est, je pense que voilà, il ne devrait pas y avoir de problème du côté des entreprises. Sur le modèle de la commission, moi, je n'ai pas étudié, peut-être que Maxime pourra répondre plus en détail, mais c'est clair que comme on est effectivement face à différentes autorités régionales, nationales, européennes, qui ont chacun leur rôle, donc c'est clair qu'il faut un moment, un endroit où tout ça soit mis en commun et qui aussi soit en capacité de l'analyser, justement pour voilà, notamment faire un rapport à vous, sénateurs, aux députés, à l'opinion publique, où ce soit mis en débat, et un minimum de mise en débat démocratique et de responsabilité démocratique. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur modèle, mais effectivement, un pilote, quelque part, ça me paraît essentiel. Et sur les conditions critérisation, donc, vous l'avez dit, effectivement,
il y a deux niveaux. Il y a le niveau de respecter la loi ou des exigences de base de politique publique qui valent pour toutes les aides, toutes les formes d'aide, on peut dire. Et ensuite, effectivement, il y a certaines aides qui sont vraiment ciblées. Par exemple, le crédit impôt recherche, c'est vraiment ciblé sur l'innovation. Il y a des aides plus ciblées climat, etc. Et là, on devrait être en mesure d'avoir des outils, soit, bon, pareil, ça dépend selon les aides. Le crédit d'impôt, il y a des règles de crédit, d'application du crédit d'impôt, elles doivent s'appliquer. Donc peut-être qu'elles ont besoin d'être révisées. Par contre, quand on passe une convention avec un grand groupe pour décarboner leur usine, etc., il y a des conventions. Donc là, il devrait y avoir une forme de contractualisation qui inclut des conditions et un vrai suivi et une vraie transparence. Donc il peut y avoir ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des conditionnalités qui peuvent être, dans certains cas, plus spécifiques à des objectifs très concrets, éventuellement en termes d'emploi, avec beaucoup de peut-être des précautions nécessaires, parce qu'en matière d'emploi, tout n'est pas mathématique, c'est pas parce qu'on verse de l'argent ou qu'on accorde de l'argent que ça va créer, indépendamment du contexte extérieur, que ça va créer de l'emploi. Mais malgré cette note de prudence, il devrait être possible de savoir effectivement à quoi servir l'argent. Quelques éléments. Pour rebondir sur l'exigence de précision et d'information. Quand je vous ai dit 100% des groupes du CAC 40 ont touché des aides publiques pendant la pandémie. Nous, c'est le résultat auquel on arrive. Mais on mélange des groupes qui ont touché beaucoup d'argent avec des groupes qui ont peut-être touché peu d'argent pour une filiale très spécifique dans un secteur très spécifique. Et donc, du coup, et nous, on en a bien conscience, on a pris les précautions nécessaires quand on l'a rendu public. C'est à la fois majeur que l'ensemble du CAC 40, alors qu'il s'en est prémuni, ait touché des aides publiques pendant la pandémie. Et en même temps, ça ne dit rien du fond et du contenu. Donc, c'est problématique pour tout le monde. Et c'est pour ça que ce besoin de précision, il est nécessaire pour l'ensemble des composantes et des gens qui s'intéressent à ces questions-là, aussi bien les entreprises elles-mêmes, pour ne pas subir de bashing injustifié. Ah, purée, j'ai encore dit un mot anglo-saxon, pour ne pas subir Bon, bref. Autant que pour le législateur. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que en relisant un rapport ce matin, j'ai compris qu'en fait, la DG Entreprise de Bercy avait, mais c'est logique, a un outil recensant les aides perçues entreprise par entreprise pour s'assurer qu'aucune ne dépasse les 300, enfin que quand elle dépasse les 300 000 € d'aide publique par an, qui vous fait entrer dans le cadre de la législation européenne sur les aides publiques d'État, eh bien, il y ait un suivi à Bercy de ces entreprises-là spécifiques et qu'il y ait donc du coup des déclarations qui soient faites et des interactions avec Bruxelles. Donc oui, c'est ça. Donc ce fichier existe. Il existe pour les subventions. Comme c'est dans le cadre de la législation européenne sur les aides d'État, ce fichier doit comprendre d'une manière ou d'une autre les aides publiques subventions venant des collectivités territoriales. Parce qu'il n'y a pas de distinction de nature pour Bruxelles entre l'échelon national. Voilà. Donc le fichier existe. Où est-il? Comment le rendre public? À vous de jouer. Ce n'est qu'une partie, donc. Parce que tout ce qui est crédit d'impôt, tout ce qui est... enfin, il n'y a sans doute pas tout à l'intérieur, et certainement pas les exonérations de cotisations. L'autre petite chose que je voulais dire, c'est parce que ce débat public sur les aides publiques aux entreprises a déjà eu lieu. On ne compte pas le nombre de scandales depuis Michelin 99-2000 jusqu'à Michelin 2024. Bon. Non, mais en passant par Goudieu, enfin bon bref, je ne vais pas tous les citer. Et il y a quelques années, une loi a été votée, la loi Florange, la loi dite Florange, pour permettre au pouvoir public de récupérer les soutiens publics pour les entreprises privées lorsque celles-ci, finalement, décident de délocaliser. De l'avis de tout le monde, et pas du mien, je précise, cette loi est inopérante. Elle ne peut jamais être mobilisée. Donc là aussi, ça pose un petit souci. Je pense, comme c'était en plus une loi qui venait d'un exécutif, ça devrait poser un souci à l'exécutif ou aux exécutifs successifs et aux législateurs d'avoir voté une loi qui, en fait, ne sert à rien. Si vous en partagez les objectifs, à minima, une des possibilités, c'est à un moment donné de regarder cette loi et de voir comment la faire évoluer pour qu'elle soit effective, utilisable, et après, à vous de décider dans quelles conditions. Voilà.
Et la dernière chose que je voudrais préciser, c'est que nous non plus, on n'est pas contre les aides. Ou en tout cas, moi, j'ai évolué sur cette question-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le principal outil dont dispose à la fois le législateur et l'exécutif pour amener l'économie française là où nous voudrions collectivement l'amener. Et nous avons des objectifs fixés collectivement. Des objectifs de décarbonation, des objectifs de neutralité carbone, des objectifs d'égalité hommes-femmes, des objectifs d'accessibilité de l'emploi à l'ensemble des personnes qui aujourd'hui en sont dépourvues, des objectifs sans doute liés aux engagements européens, autres. Visiblement, on s'est quand même donné des objectifs. On a une certaine idée de ce que doit être l'économie. Après, il y a des débats politiques, il y a des désaccords, mais de ce que doit être l'économie française en 2030, en 2050. Manifestement, on a la démonstration par les faits que la seule législation par la norme ou la réglementation, y compris parce qu'aujourd'hui c'est vivement critiqué, n'est pas suffisante. Sinon on y serait. Il n'y aurait pas eu de désindustrialisation. Voilà. Donc en fait, les aides publiques, là, ce maquis, c'est aussi un magot. C'est aussi en fait un extraordinaire levier pour accompagner la transformation de l'économie française et de là où on veut aller. Et effectivement, il y a des entreprises qui vont refuser certainement de la conditionnalité, de la critéririsation. Il y a des grandes entreprises qui vont dire non, mais vous êtes gentils. Moi, j'en vois une, par exemple, Total Énergie, si on leur parle de décarbonation de là tout de suite, ils ne vont pas nous dire ouais, banco, je saute à pieds joints. Ils vont aller faire autre chose. Mais ils n'ont peut-être pas besoin des aides. Donc il y aura des cas spécifiques d'entreprises qui ne seront pas peut-être là où on veut aller en 2030 ou 2050. Mais l'essentiel des entreprises, et de ce point de vue-là, y compris les petites entreprises, à mon avis, seraient très heureuses d'être accompagnés par des dispositifs fonctionnels, efficaces, qui ne les excluent pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le crédit impôt recherche, vous avez quand même des... Je ne vais pas citer de nom, mais vous avez des gens qui nous vendent de la nourriture dans des grands centres commerciaux qui touchent du crédit impôt recherche. Il y a des entreprises, j'avais lu une interview d'un chef d'entreprise, d'une entreprise qui, lui, en aurait besoin en Ardèche, au fin fond de l'Ardèche, une ETI, il n'en touche pas. Parce qu'il n'a pas de service juridique ou de service pour remonter ça. Et par contre, il a été démarché pour aller déposer un dossier. Et les mecs l'ont dit, on vous démarche, on vous dépose le dossier, vous aurez la subvention, on prend 30%. Il leur a dit, allez vous faire voir. Enfin, là, vous avez un souci. Donc oui, des dispositifs qui vont là où ils doivent aller en termes d'objectifs, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de transformer l'économie française dans les objectifs que vous fixez. Merci, Monsieur Combe. Quand Total Énergie met 500 millions à Grand Puy pour faire la décarbonation, on ne peut pas dire que ça ne les intéresse pas du tout non plus. Il faut rester équilibré. On pourra refaire... Je crois qu'on a une micro-question de notre rapporteur. Et après, sont inscrits Laurence Harribey, Thierry Kozik pour la première double question, et ensuite Pascal Gruny et Jérôme Darras. Oui, merci. Une micro-question qui appelle un oui ou non, mais peut-être que... selon vous, parce qu'on a du mal à déterminer, selon vous, on est d'accord, il n'existe donc pas de lieu, de service dédié au suivi, à l'évaluation et au contrôle effectif à Bercy ou ailleurs des aides publiques. Et je vous remercie en tout cas de vos réponses. Non. Merci Fabien. J'avais juste une petite réflexion, Monsieur Petitjean, peut-être, enfin pour tous les deux, peut-être que si en France, l'accompagnement aux entreprises passe aussi et surtout par les exonérations de cotisations, c'est peut-être aussi parce que c'est chez nous qu'elles sont les plus élevées. Et c'est là qu'on peut... C'est un levier très intéressant, quoi. Enfin, c'est une supposition que je fais. Assez convaincu, d'ailleurs. On est d'accord sur beaucoup de choses et puis on a aussi des avis mais bien différents. sûr. C'est ce qui fait tout l'enjeu de nos... Voilà. Alors, Laurence Harribey et Thierry Kozik. Alors, ouais, je vais essayer d'être rapide. L'objectif, c'est de poser les questions. Ouais. En plus, vous avez répondu en partie aux questions que je voulais poser. J'aimerais quand même revenir peut-être sur deux choses. La première question, c'est en fait que vous avez parlé de mutation des aides publiques qui sont passées d'aides verticales à des aides horizontales. Sous le... Bon, enfin, on ne va pas redire ce que vous avez très bien dit. Est-ce que ça veut dire, quelque part, qu'il faut qu'on travaille, une articulation entre le niveau régional, le niveau national et le niveau européen ?
parce que ce processus de chasseur de primes, il est aussi le résultat d'une multiplication du type d'aide, de dispositifs, qui transforment finalement les acteurs économiques en chasseurs de primes, et finalement ceux qui inventent les dispositifs n'ont plus les moyens d'évaluer. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai compris que vous aviez évolué sur la question des aides, que au départ vous n'étiez pas, aujourd'hui vous pensez que les aides sont utiles, mais vous avez parlé d'aides qui sont à la fois des aides sanctions, comme par exemple des aides qui ne pourraient pas être obtenues si l'entreprise continue à smicariser son personnel, et puis des aides qui sont plus des aides de futur, comme le crédit emploi-recherche, des aides d'accompagnement de politique industrielle, la relocalisation, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse un choix là-dessus, et organiser ça et privilégier certaines aides plutôt que d'autres? Et enfin, dans les exemples que vous avez évoqués sur l'international, est-ce que vous auriez 2-3 pistes pour nous, pour qu'on travaille un peu des comparaisons et qui puissent être utiles pour notre réflexion? Merci. Merci. Thierry Kozik. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous aussi pour votre exposé qui est très, très éclairant. J'avais une question, mais même si vous y avez plus ou moins répondu, c'est à vous écouter, je m'interroge sur, de votre point de vue, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la difficulté en France, cette absence de volonté de conditionnaliser, de conditionner, de mettre de la conditionnalité dans les aides publiques? Est-ce que c'est cette absence de transparence telle que vous avez décrit? Est-ce que c'est une absence de volonté politique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cet écosystème, nous n'arrivons pas à avancer? Et une petite question subsidiaire, est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de réfléchir à des dispositifs de remboursement quand on considère à un moment que les aides sont indues? Merci à vous, messieurs. Un petit mot, parce que la question de la transformation des aides passant d'aides verticales à des aides horizontales, aujourd'hui, elle est au cœur en fait des contradictions dans lesquelles on se trouve à l'échelon européen par rapport à la guerre commerciale ouverte avec la Chine et les États-Unis. Vous m'avez interrogé sur la Chine. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, et puis on parle d'une économie tellement différente. Enfin bon, bref. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Chine met sur la table le fait qu'elle va continuer à subventionner. Et là, par contre, vous êtes dans une impossibilité logique, c'est-à-dire que une Union européenne qui signe des accords de libre-échange avec le monde entier, qui préconise finalement qu'il n'y ait plus de régulation aux portes de l'Union européenne, et dans le même temps une guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis et une non-revoyure des dispositifs de soutien existants à l'échelon européen, ça c'est, je ne vais pas faire long, mais c'est intenable à long terme. Donc de fait, les législateurs européens vont être de nouveau questionnés là-dessus. Je ne sais pas si j'ai parlé d'aide-sanction. L'idée, c'est pas d'aide-sanction, c'est de considérer que oui, il doit y avoir une critérialisation stricte à qui a droit à émarger aux aides publiques. Mais simplement, puisque c'est aujourd'hui un leitmotiv pour l'accès aux aides sociales, à mon avis, le parallélisme vaut pour les aides publiques aux entreprises. Il n'y a pas de droit sans devoir, pour reprendre cette terminologie-là, et le minimum des devoirs d'une entreprise privée, surtout quand on ne parle pas de votre coiffeur de quartier, quand on parle de très grandes entreprises, c'est un minima de respecter les lois françaises si vous voulez émarger à des dispositifs de soutien. Ça me paraît le strict minimum et le strict b.a.-ba. Donc du coup, et après sur votre question sur comment faut-il mieux répartir
les aides, entre les aides qui organisent l'économie du futur et celles qui sont, ou les aides d'aujourd'hui, ou ce que vous avez appelé les aides sanctions. Là, c'est une très vaste discussion, finalement, de nature très politique sur à quoi on aspire pour dans 10, 20 ans, 30 ans, du point de vue de l'économie française. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs ne fonctionnent pas. Vous m'interrogiez, vous nous disiez que finalement, c'est peut-être parce qu'on a des prélèvements trop élevés. Je reformule, en France, que les plus élevés en France, qui génèrent donc du coup une appétence à des dispositifs de soutien, d'exonération et autres, peut-être. Mais quand on dit qu'on a des prélèvements les plus élevés, c'est en général pour pointer les entreprises qui sont soumises à concurrence internationale, c'est-à-dire pour pointer le fait que du coup, ils auraient intérêt à aller ailleurs ou d'autres. Mais dans ce cas-là, on ne met pas des dispositifs d'exonération de cotisation, pour parler cela, salariale, qui touchent l'ensemble des entreprises. Carrefour ne va pas délocaliser. Donc, du coup, on a là un problème, c'est-à-dire que vous avez un dispositif qui est construit à l'aune de deux objectifs dans la réalité, quand on parle mais vous aurez certainement des auditions de plus grands spécialistes de politique de l'emploi que je ne le suis, mais quand on fait des exonérations de cotisations sociales, vous poursuivez en général deux objectifs. Enfin, le législateur poursuit généralement deux objectifs en disant qu'il veut de la compétitivité pour les entreprises et qu'il veut de l'emploi. Sauf quand on regarde sur l'emploi, on voit que les effets bénéfiques sont autour du SMIC. Il y a réellement, effectivement, montré économiquement un effet positif de ces exonérations lorsqu'on est à 1, 2, 1, 3 SMIC, mais qu'à partir d'un 6, on n'a plus rien. Pourquoi l'avoir généralisé à 2,5 SMIC ou même l'avoir étendu avec des propositions aujourd'hui qui nous amènent à 3,5 SMIC? Ça, on sait que ça ne fonctionne pas et que ça ne marche pas. Et quand on parle de compétitivité, dans ce cas-là, si on veut réellement rester dans un cadre où effectivement internationalisé, ouvert aux 4 vents et que nos entreprises soient compétitives à l'international, dans ce cas-là, on n'exonère pas de cotisations ou on ne soutient pas des entreprises qui ne sont pas soumises à concurrence internationale. Là, il y a quelque chose de totalement incohérent. Donc, pour répondre à votre question sur que privilégie-t-on, on privilégie, de mon point de vue, une remise à plat et une discussion sur les objectifs qu'on se donnait. Où veut-on être en 2030, en 2040, en 2050? Et à l'aune de ces objectifs-là, on reconfigure les aides publiques. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de supprimer l'ensemble des exonérations de cotisations sociales, parce que si on fait cela, c'est un choc négatif, effectivement, sur l'activité. Mais par contre, les étaler, les réduire progressivement et les étaler, ça, on sait faire. On sait le faire dans le temps et ça ne posera pas de problème. Sur votre question, monsieur, sur pourquoi il n'y a pas de conditionnalité des aides en France, je pense que ma réponse serait d'une nature trop politique. Voilà, je pense que ça dépasse... ça dépasse l'objet de le sens de cette invitation. Il y a eu une absence de volonté politique manifeste, terrible, depuis 25 ans, qui en fait, si je vous le traduis, alors je vais le dire comme cela, traduit l'idée que le secteur économique est le mieux placé pour décider de ce qu'il doit faire dans les années à venir et que finalement les moyens de la puissance publique doivent être mis à disposition du secteur privé, mais que ce secteur privé n'a aucun compte à rendre. Voilà, comme je le dirais. Et ça, c'est d'une certaine façon la démission de l'État, du politique, qu'on observe depuis 25 ans. On a laissé faire des Serge Tchourouk disant que de toute façon, l'avenir de la France, c'était qu'il n'y aurait plus d'entreprises, il n'y aurait plus d'usines sur le territoire national. On les a laissés faire, on les a même encouragés. Et c'est pas fini, de fait. Juste quelques points de complément sur cette dernière question. Je pense que, au-delà de la dimension effectivement culturelle, voire idéologique du rôle de l'État par rapport au secteur privé, la difficulté ou les résistances qu'on observe dans l'administration au fait de mettre en place une vraie transparence, un vrai contrôle des aides publiques, elle se justifie aussi de la nature même des aides. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'aides indirectes, il y a des crédits d'impôt, et à la fois, ça rend plus difficile le suivi, en tout cas d'un point de vue du fonctionnaire, et ça permet d'invoquer des secrets, donc le secret fiscal en matière de crédit d'impôt, qui est effectivement un argument pour dire on ne va pas donner tous les chiffres entreprise par entreprise, parce que c'est le secret fiscal, ou le secret des affaires, quand on donne des aides qui passent par des structures semi-publiques, semi-privées, comme BPI France ou les fonds d'investissement dont j'ai parlé. Donc,
C'est ce que je voulais dire quand on crée des opacités. Donc, à mon sens, et quand on regarde le droit européen, notamment dans le domaine de l'utilisation de l'argent public, le secret fiscal est justifié, notamment pour les individus, les personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est sujet plus à débat. Mais donc voilà, il y a toujours cette idée d'un juste équilibre entre les exigences du secret, la protection de la vie privée ou autre, et les exigences d'intérêt public. Et donc, à mon sens, il y a effectivement, on ne manquera pas de vous opposer juridiquement le fait qu'il y a certaines sommes, c'est problématique d'un point de vue juridique parce que c'est tel secret. Mais il y a aussi une justification qui peut être un intérêt supérieur à ce que certaines informations soient au moins disponibles pour les législateurs, le pouvoir exécutif, si ce n'est pour le grand public. Mais c'est un obstacle concret à la transparence. La bonne réponse d'un économiste aurait été de vous dire qu'il existe des effets cliqués et que quand un dispositif mal boutiqué est mis en œuvre, qu'il est démontré qu'il est dysfonctionnel, l'effet cliqué fait que le législateur ne revient pas dessus. Donc, en fait, la question vous est renvoyée. Comment démonter l'effet cliqué? Non, mais voilà. À méditer, merci. On va faire une dernière vague. Pascal Gruny, Jérôme Darras, Antoinette Gull voudrait également poser une question. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. C'est très intéressant. Moi, je vais vous répondre sur les allègements, parce que nous avons fait le PLFSS. Moi, je suis à la Commission des affaires sociales. On a voulu effectivement diminuer fortement ici au Sénat les allègements de charges sociales. Je ne vous raconte pas les mails. Et puis comment on est reçu dans nos territoires. Même nos collègues viennent nous voir en disant c'est pas possible. Et d'ailleurs, en CMP, ça a été ramené à un autre niveau. Très, très compliqué, en fait, de changer. Et comme a dit ma voisine, les chasseurs de primes. Effectivement, moi, j'étais comptable, directeur financier, cabinet comptable. Hein. Quand il y a une aide possible, donc on l'a dans les informations, etc. En fait, les entreprises, elles vont dire « Ah ben, je peux peut-être en bénéficier. Comment je peux en bénéficier ?» Vous voyez, c'est pas l'objectif, en fait. C'est comment je peux bénéficier de cet argent. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il faut des objectifs, oui, conditionnalité, certainement. Il faut des choses claires. Il faut aussi des choses simples. Parce que je ne sais pas si vous avez été beaucoup à remplir un crédit d'impôt recherche. Moi, j'en ai fait. Moi, je vais vous dire, c'est franchement compliqué. Et je vous parle quelqu'un du métier. Plus on fait les choses compliquées, plus c'est difficile d'aller contrôler. Mon expérience de cabinet comptable, moi, je vais vous dire, j'avais des clients, des fois, que je récupérais dernière minute, ils venaient avec une valise, tous les papiers étaient mélangés, mangés la moitié par les souris. C'est la vérité. Alors que d'autres entreprises, tout est bien classé, etc. Et celles-là, elles vont être contrôlées beaucoup plus souvent que celle qui est à côté, où c'est toujours le chantier, parce que puis le contrôleur, il va rien voir du tout. Donc en fait, les choses simples aussi, ça permet d'avoir des contrôles et de voir justement comment ça peut se passer ensuite. Sur les aides, bon, alors effectivement, ici, on s'intéresse beaucoup aux grandes entreprises dans cette commission d'enquête, mais on s'intéresse aussi aux sous-traitants et on va parler de la pandémie. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grandes entreprises qui posent problème. Les plus petites entreprises, il y a eu le Covid, il y a eu les aides tous les mois, là, on récupérait de l'argent. Moi, je veux dire, il y a des entreprises, elles étaient déjà mortes. On leur a mis une perfusion. Certaines ont même acheté un nouveau commerce, un nouveau truc pour après, alors qu'elles ne gagnaient pas leur vie. Je ne dirais pas que c'est humain, mais quand même, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est franco-français d'avoir cette manière de réfléchir? Mais en tout cas, ça, il faut le regarder. Moi, je voulais vous poser une question, effectivement, sur les entreprises. Moi, j'en ai une qui va fermer, d'un grand groupe. Voilà. Dans sa partie, il y a la Pologne qui est attirante, et puis d'autres sujets de compétitivité. Voilà.
Et donc, j'ai bien entendu la loi Florange, effectivement. Je pense qu'il faut qu'on regarde, parce que ça pose des soucis. Des soucis pour le personnel, des soucis dans les territoires. Et puis, oui. Mais ma question, je l'ai parlé, hein, j'ai parlé simplification, voilà. Et puis, comment on fait pour les aides alors qu'on va se faire tuer en rentrant chez nous? Voilà. Merci, cher Pascal. Jérôme Darras. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos exposés très, très éclairants. J'aurais deux petites questions, mais liées. Vous avez cité un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Est-ce qu'à contrario, vous en auriez trouvé qui, en matière de conditionnalité ou de suivi, pourraient nous servir d'exemple et sur lesquels, éventuellement, nous pourrions nous appuyer sur des préconisations? Et puis je me souviens, quand je travaillais dans une région qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le Nord-Pas-de-Calais, nous avions mis en place une commission de suivi et d'évaluation des aides pour éventuellement réorienter les dispositifs. Avez-vous connaissance de dispositifs de ce genre dans l'une ou l'autre de nos régions? Merci. On termine avec une question d'Antoinette Gull. Oui, bonjour et merci. Alors, comme vous, je considère que les aides aux entreprises sont nécessaires pour pouvoir réguler l'économie et les emmener effectivement dans une trajectoire qui soit conforme à nos objectifs politiques. En ce qui me concerne, ce serait bien sûr les questions de transition écologique et les questions sociales. Mais ça pose quand même question lorsque on voit que le montant des aides aux entreprises est supérieur au budget de l'éducation, supérieur au budget de l'hôpital, etc., et supérieur à plein de services publics qui sont donnés. On peut quand même se poser la question du montant. Si on se pose la question du montant, on se pose la question du contrôle, de leur efficacité, du contrôle. Et puis, bien entendu, on doit remettre en cause certains mécanismes. Donc, moi, mes questions, je vais en poser deux, si vous permettez, ce sont les suivantes. Est-ce que vous connaissez d'autres pays européens où il existe une politique à la fois de transparence des aides publiques, de contrôle, de suivi, si effectivement cela existe? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, savez-vous s'il existe des doublons inutiles entre les aides publiques européennes et les aides publiques nationales? Et là aussi, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui permettraient d'éviter ces doubles subventions? Merci Antoinette. Je rajouterai juste un tout petit point sur le prolongement de ce qu'a dit notre collègue Pascal Gruny sur la simplicité. Est-ce que le fait justement qu'il y a quelque part, alors moi je l'appelle comme ça, mais certains manques de confiance ou une défiance de l'administration par rapport au monde de l'entreprise, on complexifie les choses en disant plus ça sera complexe, plus on aura bordé tout ce qui peut être mauvaise utilisation, fraude, etc. Alors qu'il suffirait de faire des choses très simples, mais donc hyper contrôlables et sur lesquelles derrière, en cas de fraude, on peut taper très fort. Est-ce qu'il ne faut pas inverser la vision qu'on peut avoir, plutôt que d'avance faire des choses qui sont difficilement détournables, mais dont on se rend compte que de toute façon tout peut l'être, faire des choses très simples, mais on peut contrôler et taper. Votre avis là-dessus aussi. Merci. Donc ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Donc effectivement, non, Maxime l'a mentionné. Il y a, en fait, on a vu, il y a un montant des aides aux entreprises diverses tellement important qui se cumulent que ce sera beaucoup d'entreprises sont devenues dépendantes de ces, ou en tout cas c'est inconcevable de fermer le robinet, d'arrêter de dépenser 150 milliards du jour au lendemain. Et donc c'est pas du tout ce qu'on défend. Et donc ensuite il y a des aides de différentes natures pour tout ce qui est l'exonération, allègement de cotisation. Effectivement, on peut se poser la question de les cibler mieux, avec les instruments adaptés à des secteurs effectivement qui en ont le plus besoin et de les moduler en fonction des secteurs et de les réduire, etc. Mais ça, c'est une question politique, mais justement, il faut avoir le débat où, comme le disait Maxime avant, où qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui où mettre notre argent. Sur la simplicité, non, c'est clair qu'il y a un problème de simplicité. C'est clair que sur beaucoup d'aides justement qui sont plus complexes, où il faut remplir des dossiers compliqués, ça favorise de fait les grands groupes ou justement ces acteurs
que Maxime mentionnait, qui existent au niveau français, au niveau européen, donc des firmes un peu spécialisées pour accompagner les entreprises, voire les inciter à déposer des dossiers de demande et prendre 30% au départ. Donc c'est clair qu'il y a un enjeu de simplicité. Cette simplicité, elle n'est pas seulement, je dirais, donc ensuite il faut voir, comme j'ai dit, on est face quand même à une grosse diversité de situations, mais elle n'est pas seulement le fait d'une administration qui serait plus pointilleuse, c'est peut-être qu'elle l'est dans certains cas, mais elle aussi le fait des règles européennes et de la volonté de contourner justement le risque d'une aide, etc., de devoir passer devant la Commission pour faire valider une aide. Donc il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, et elle est aussi le fait d'intérêts justement dans la comptabilité qui ont un intérêt à ce qu'il y ait des règles compliquées. Mais effectivement, c'est clairement un enjeu qu'on a identifié. Sur les doublons, et un peu, je pense que ça recoupe votre question sur les chasseurs de primes qui justement essayent de profiter de ce qu'ils peuvent, tout sans forcément, juste pour avoir l'argent et sans forcément s'engager quelque part. Je pense qu'effectivement, justement, dans ces aides, notamment d'aide à l'innovation, le crédit impôt recherche et les aides européennes, parce que une des manières dont historiquement au niveau européen on a contourné un peu ce tabou des aides aux entreprises, c'est de dire ah bah c'est bon, c'est pas des vraies aides aux entreprises, on les aide à innover, donc c'est pour le futur, etc. Donc beaucoup d'aides, et d'une certaine manière on en a hérité un peu avec le CIR en France, on dit que c'est pour l'innovation, alors qu'en fait ça aide les entreprises. Donc là je pense qu'il y a des doublons effectivement, et qu'il y aura un travail à faire d'harmonisation, et je pense que une des missions de ce pilote, ce serait effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas... Voilà, on est face à des aides qui sont très techniques à demander, donc c'est déjà les grands groupes qui vont les demander prioritairement, et effectivement ils peuvent, pour des projets similaires ou assez similaires, ils peuvent toucher à la fois du niveau français, du niveau européen, voire du niveau régional. Donc en termes de pays qui pourraient être un exemple en termes de contrôle et de transparence des aides, comme on l'a dit, on n'a pas étudié tous les autres pays de l'Union européenne dans le détail. On a échangé avec des journalistes, des économistes, des organisations de la société civile qui travaillent sur ces questions. Il n'y a aucun pays européen qui émerge vraiment comme un exemple à suivre. Donc j'ai parlé des États-Unis dans mon propos introductif, où là il y a des choses intéressantes à mon sens, mais il y a très peu. Voilà, c'est un chantier qui vaut pour d'autres pays actuellement. Ouais. Peut-être juste pour conclure un élément sur comment. En fait, votre question c'était comment fait-on pour toucher à cela, puisque vous disiez que vous reveniez dans votre... alors, il n'y a pas de circonscription au Sénat, mais que vous faisiez incendier... oui, le département, oui, mais voilà. De mon point de vue, les choses sont tellement sédimentées aujourd'hui qu'on ne se sort pas de cela avec une mesure sortie du chapeau qui permettrait de régler l'ensemble des problèmes qui ont été évoqués aujourd'hui, qui ont été évoqués dans les précédentes auditions et qui le seront par les prochaines. Et que ça nécessite en fait une remise à plat. Enfin, quand on fait le choix, nous, de parler de maquis, mais vous l'avez entendu dans les précédentes auditions, quand on est à 2000, 2200 dispositifs, il n'y a pas qu'une question de la simplification de chacun des dispositifs, il y a la simplification des dispositifs en tant que tels. Une petite entreprise en région se retrouve complètement dans l'incapacité de... Bon, bref. Et donc cela, de mon point de vue, c'est fondamentalement la question, mais Monsieur Gallois vous l'a posé, c'est la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on veut financer, qui paye, et quelles réponses sont apportées aux questions qui sont soulevées. Aujourd'hui, de fait, le choix de la France est de considérer qu'on va répondre à la question de la compétitivité de nos entreprises exportatrices par une croissance indéfinie des aides publiques aux entreprises, quelle que soit leur exposition à la compétition internationale. Excusez-moi, mais il ne faut pas être économiste, il faut juste avoir un peu de bon sens pour se rendre compte que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas le bon outil. Ça ne peut pas marcher parce que cet outil ne sera jamais à la hauteur du problème qui est posé de cette compétition internationale, y compris parce que la Chine fera toujours mieux, à la fois en termes de coûts de production et de soutien à ses productions d'exportation. Donc là, il y a une difficulté, c'est qu'à un moment donné, pour le dire différemment, on ne peut pas
considérer que nos entreprises, bon, je vais pas dire ça comme ça, ça dépasse le cadre, mais il y a un problème. On ne résout pas la question de la compétitivité de nos entreprises à l'international lorsqu'il y a de tels écarts de compétitivité avec des dispositifs d'exonération de cotisations fiscales ou des crédits d'impôt. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme cela. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut remettre sur la table et discuter. Où veut-on aller? Quelle économie? Et quels sont les dispositifs de soutien et les objectifs qui leur sont assignés? Donc, de mon point de vue, une façon de répondre à votre question, c'est pas de prendre dispositif par dispositif et regarder comment on les fait évoluer chacun. Non, c'est de tout remettre à plat. Et ça, donc, du coup, vous appellerez ça conférence de financement de l'économie française, comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas sortir de cette sédimentation-là sans une remise à plat totale, et que donc tout le monde comprenne ce qui est en train d'être fait. Et quand les gens disent « Ah non, touchez pas à mon dispositif, touchez pas à mes exonérations », ben c'est parce que tout le monde, dans une situation dégradée, économique ou autre, a peur de perdre le peu qu'il considère avoir. Et donc, si on reste dans ce cadre-là, ben rien ne bougera et on va continuer à sédimenter. Voilà. Donc, de mon point de vue, il faudrait, mais là, ça dépasse probablement le cadre de notre expertise propre, mais oui, une conférence de financement global de l'économie française. Et qu'est-ce que ça signifie dans la mondialisation telle qu'elle évolue et comment elle est touchée par la Chine et les États-Unis, quelle réponse y est apportée? Et c'est problématique parce que nécessairement la réponse ne peut pas être franco-française, elle est à minima européenne. La deuxième petite chose que je voulais évoquer en conclusion, c'est est-ce qu'il existe un dispositif exemplaire du point de vue de la conditionnalité des aides? Il y a un dispositif, enfin, il y a une politique européenne qui n'est pas fonctionnelle du point de vue de sa simplicité, mais du point de vue de ses conditionnalités, de ses accès et des objectifs qu'elle cherche à se donner, qui fonctionne depuis 30 ans. La politique agricole commune. Alors, je ne suis pas en train de dire que la politique agricole commune est celle que je voudrais. Mais les objectifs qui ont été assignés à la politique agricole commune et la façon dont elle fonctionne, dont les aides sont données et vers quoi ça oriente le monde agricole, là c'est très clair, hein, et ça fonctionne. De ce point de vue-là, ça fonctionne. Pas de moi ce que je voudrais que le monde agricole soit, mais voilà. Donc, et après, d'autres dispositifs, non, quand vous faites la liste de tous les plus gros dispositifs français existants, vous avez à chaque fois des choses qui sont totalement dysfonctionnelles, et ça a été montré et par des économistes. Enfin, il y a un rapport qui a été fait par Bozio et j'ai oublié le nom de deuxième sur les exonérations de cotisations sociales et qui montre tous les problèmes. Voilà. Vous avez des rapports sur le crédit impôt recherche qui montrent que ça ne va pas. On finance avec le crédit impôt recherche Sanofi qui supprime sa recherche en France, ou pour partie sa recherche en France. On marche sur la tête, et on finance Carrefour. Voilà. Le mécénat, il y a aussi des rapports qui montrent que ça ne va pas. Donc, globalement, on a des dispositifs dont il a été montré depuis 15 ans par une accumulation de rapports ou d'éléments qui sont plutôt dysfonctionnels. Donc, voilà, remettons tout à plat. Merci. On est obligé de... Parce qu'on a d'autres intervenants qui attendent. Je suis désolé, Antoinette. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je relève votre avant-dernière réflexion. Malheureusement, dans notre pays, tout le monde veut que ça change, sauf pour lui-même. Merci en attendant pour ces éclaircissements. Si bien évidemment vous avez certains documents ou certaines choses à nous envoyer, n'hésitez pas, on est preneur. Dès l'instant vous le jugez utile. Et nous, on va continuer par la suivante audition. On laissera un peu plus la parole à Antoinette. Bon travail à vous et merci.
Collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur